merci à tous d'être venus nombreux. Là, on pourra voir qu'il y a vraiment du monde. Il y en aura encore beaucoup plus pour regarder ces images, si j'en juge par la fréquentation de la chaîne de la librairie. Donc ce soir, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir chez nous Maureen et Caroline. Alors, d'habitude, on dit on ne présente plus Maureen, Caroline ou autre, mais là, je vais les inviter à se présenter elles-mêmes, d'autant que c'est un petit peu l'objet du livre. Comme ici c'est foin de longues présentations pénibles, je vous passe tout de suite la parole. D'accord, je vais commencer du coup. Même si je connais pas mal de gens dans la salle. Je m'appelle Caroline Michel Aguirre, je suis journaliste à l'Obs. J'ai longtemps été journaliste économique. Et je m'intéressais au sujet d'industrie et d'énergie en particulier. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Maureen Kearney, qui était à l'époque secrétaire du comité de groupe européen d'Areva. Et c'était pour moi un contact, une source, comme on dit dans mon métier, c'est-à-dire quelqu'un que je fréquentais, avec qui j'échangeais. On s'échangeait des informations sur ce qui se passait au niveau de la boîte, de l'industrie, d'EDF. Et puis, le 17 décembre 2012, il y a eu quelque chose qu'on n'attend pas quand on fait du journalisme économique. Il y a eu l'agression de Maureen Kearney, sa femme de ménage qui est rentrée chez elle et qui l'a découverte ligotée, tailladée, séquestrée, voilà. Pour moi, c'était évidemment un choc, puisque c'était quelqu'un que je connaissais. Et puis, il y avait cette intuition qu'elle a eue tout de suite et que j'avais aussi, que c'était lié au sujet auquel elle s'intéressait et auquel je m'intéressais aussi, qui étaient des négociations entre la France et la Chine sur le nucléaire et des transferts de technologie. Voilà. Je vous raconterai la suite après, mais je passe la parole à Maureen. D'accord. Merci à Dominique et à Chris de nous avoir invités aux Tropicaux. Alors, je suis Maureen. Tropique, pardon. Tropicaux, c'est plutôt un Excuse-moi. ou des jus de fruits, mais bon. D'accord. Au tropique, désolé. Hein. Je suis Maureen, irlandaise, d'une petite ville d'Irlande de l'Ouest, Castlebar, d'une famille ouvrière, aimante et cultivée. J'ai eu une éducation où les valeurs humaines étaient très présentes. On ne parlait pas énormément de politique à la maison, mais qu'est-ce qu'on a pu débattre sur les valeurs humaines universelles, justice sociale. On appelait ça à l'époque le progrès. Je suis en France depuis plus de 30 ans et j'aime ce pays. Il y a une phrase dont je me rappelle, mais pas tout à fait correctement, c'était « Je n'ai pas un goutte de sang gallique, mais la France me coule dans les veines. » Je ressens tout à fait cela. Ma famille, Gilles, Fiona, ma famille en Irlande, aux États-Unis, mon syndicat, la CFDT, mes amis, mes copains, copines, des nouveaux amis m'ont aimé et soutenu pendant ces années. Leur bienveillance, leur solidarité m'ont permis de tenir. Nous partageons les mêmes valeurs. Les valeurs que j'ai portées toute ma vie et que je porte encore. Mais aujourd'hui, je n'ai plus la niaque que j'avais auparavant. Je suis fatiguée de me battre. Nous voulons un monde plus juste. Et je crois que nous pouvons avoir un monde plus juste. Mais nous devons continuer à se comporter avec dignité, empathie, compassion, persévérance, espoir, intégrité et surtout la joie. Pour nos enfants, et tout simplement
pour nous-mêmes. Caroline Michel a très bien écrit ce livre et a pu transmettre les valeurs qui nous réunissent beaucoup ici ce soir. Et c'est avant tout aussi une histoire de solidarité que je n'aurais pas pu surmonter si je ne vous avais pas beaucoup dans cette pièce qui était autour de moi avec de l'amour et de l'amitié pendant ces 6 ans et demi. Merci à tous pour tout ce que vous avez fait. Voilà. Alors moi j'avais quelques questions à poser à Caroline, parce qu'il y a des questions que je ne lui ai jamais posées. Alors, est-ce que vous pouvez, qui êtes-vous en tant que femme? Pouvez-vous vous présenter en tant que femme? Non. Non, c'est trop dur. C'est quoi la question? Mes engagements? Oui, par exemple. Je vais répondre autrement, si vous me le permettez. Je vais répondre avec le livre. La question, j'imagine dessous, c'est pourquoi j'ai eu envie de faire le livre. Ça, c'était la deuxième question. C'était la deuxième question. Qu'est-ce qui vous motivait pour faire le livre? Mais ça répond à qui je suis, en fait. D'abord, moi, je suis quelqu'un qui aime bien chercher, qui supporte pas de pas comprendre. C'est le mystère, ça m'est insupportable. Voilà, il faut que je comprenne, c'est fatigant. Pour moi, pour les autres, mais je ne peux pas m'en empêcher. Quand il y a un truc que je ne comprends pas. Et en tant que journaliste, l'histoire de Maureen, pour moi, très vite, c'est devenu ça. Je ne comprenais pas. Il y a un truc qui ne collait pas, puisque pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il y a quelques personnes ici qui ne la connaissent pas. Après l'agression de Maureen, il y a eu une enquête et très vite, les gendarmes ont pensé que Maureen avait inventé son agression, qu'elle ne l'avait pas vraiment subie, que c'était une invention de sa part. Et l'enquête s'est retournée, Maureen a été accusée, puis mise en examen pour dénonciation mensongère, puis condamnée en première instance en 2017. Et pendant toutes ces années, c'était comme un caillou dans ma chaussure. Il y avait un truc qui m'échappait, ça collait pas. Moi, je la connaissais, même si je la connaissais pas intimement. Et qu'on m'explique que Maureen était folle et qu'elle avait tout mis en scène. Bon, pourquoi pas, mais ça me... Oui, il y avait un mystère, il y avait un halo là-dessus et je ne pouvais pas passer mon chemin. Je ne pouvais pas passer mon chemin. La deuxième raison pour laquelle je ne pouvais pas passer mon chemin, et ça a vraiment explosé après le premier... procès au tribunal, quelques-uns étaient là, je l'ai vraiment très mal vécu ce procès, parce que du procès on attend en général un moment de vérité, quelque chose où on se dit tiens, on s'est parlé, on s'est dit les choses, et ce jour-là ça a été tout l'inverse, d'abord parce que Maureen ne pouvait pas parler, elle était se sentant agressée par les questions qu'on lui posait, elle n'a rien pu dire, donc ce silence et ces larmes était vraiment insupportable. Et en sortant, je pense que j'ai réagi en tant que citoyen, donc c'est répondre un peu à votre question, où je me suis dit que en tant que citoyen, j'étais elle et elle était moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais l'intuition que la liberté de Maureen ou l'innocence de Maureen avait pu être comment dire, attaquée, entravée, c'était moi aussi que ça concernait et c'était tout le monde. C'est la différence, je l'ai lu dans François Sureau lundi, donc je ne l'ai pas inventé, mais je me suis dit c'est ça, c'est la différence entre être un individu et un citoyen en vérité. En tant qu'individu, j'aurais pu rentrer chez moi et c'était très tranquille, plus que pour elle. En tant que citoyen, ça m'était absolument insupportable, il fallait que je comprenne. Donc j'ai répondu à moitié à la question. En tant que femme... En tant que journaliste femme, en tout cas, je pense que même s'il ne faut jamais se tromper, on n'est pas là pour, comment dire, changer le cours des choses à notre échelle. Il faut être honnête et pas passer son chemin. Et moi, je ne pouvais pas passer mon chemin sur son histoire. Donc, voilà. Merci. Deux questions d'un coup, j'ai répondu. Voilà, parfait. Je suis désolée. Alors, quelle était la partie la plus difficile du livre?
Bah, il y a eu plusieurs parties. D'abord, il y a eu l'enquête, puisque quand je sors du premier procès en mai 2017, je décide de tout reprendre à zéro et j'avais besoin de faire parler des témoins, de comprendre. Mais c'est pas une partie difficile parce que moi j'aime bien ça, l'enquête, j'aime bien comprendre. Et puis j'avais déjà dans l'idée que ce livre, je voulais que ce soit un polar, parce que c'est comme ça que moi je l'avais vécu, que j'avais de la trouille, que j'avais été émue, et je voulais en même temps que tout soit vrai, autant que faire se peut. Donc il y a eu des moments un peu marrants, par exemple, comme quand j'ai décidé que pour décrire le rendez-vous que vous avez eu avec Bernard Cazeneuve au ministère des Affaires européennes, bah, il fallait que je voie le bureau. Donc j'ai demandé un rendez-vous pour aller visiter le bureau, pour dire, j'ai dit bon bonjour, voilà j'écris un livre, ça se passe dans le ministère, est-ce que je peux venir? Alors le service de presse qui très gentiment m'a ouvert la porte me disait alors c'est quoi l'histoire? Mais moi je voulais pas raconter l'histoire. Et c'était des moments marrants de grimper ces marches et de me dire ah, Maureen et Jean-Pierre qui est pas là, ils sont passés par là, qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir en se demandant c'est les palais de la République, c'est important, c'est des moments solennels et de se dire, je me disais qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir, voilà, ça c'était des moments marrants. Techniquement le plus dur c'était vraiment la construction parce que je voulais que ce soit vraiment accessible à tout le monde. En général ces histoires-là, même si je sais qu'ici on a plutôt un public ouvert aux histoires économiques, mais ça fait fuir le grand public. Vous dites Areva, nucléaire, journalisme économique, les gens ils ont tout de suite, en plus nucléaire, ils ont tout de suite envie de passer leur chemin ou de polémiquer ou de je sais pas quoi. Et moi je voulais raconter une histoire humaine, même si ça soulève plein de questions politiques et économiques justement. Donc le plus dur c'était comment construire l'histoire pour dire les choses sans ennuyer les gens voilà, arriver à ce que ce soit humain et techniquement juste, voilà, c'était cet assemblage, vraiment cet assemblage d'éléments de différentes couches, parce que en vérité, je me rends compte maintenant chacun y voit une histoire de femme, une histoire économique, une histoire politique, et c'était une histoire sur la justice, c'était d'entremêler ça, et en même temps, c'est ce qui m'a le plus plu aussi, donc c'était dur, mais c'était bien. Et la suite alors? D'autres livres, d'autres envies Non, la suite c'est que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas toutes les clés encore. Et pour moi l'histoire elle n'est pas terminée, ça ne se termine pas avec ce livre. Je continue à voir des gens, je continue à poser des questions parce que je suis têtue comme une mule et que ça m'est insupportable de penser qu'on ne sait pas. Donc la suite, c'est quoi? C'est une réédition avec, avec un épilogue, même si celui que Pierre Péan a bien voulu nous donner est merveilleux, mais avec un épilogue en disant on sait trouvé le coupable. Ouais, on sait le fin mot de l'histoire, on sait ce qui s'est passé. Pour moi, la suite, c'est ça. Et même si c'est dans 10 ans, c'est pas grave. On le fera. Moi, je voulais vous poser des questions que je vous avais posées parfois, mais vous, dans votre parcours, ni dans votre milieu, il n'y avait rien qui vous destinait à vous passionner, ni pour l'industrie, ni pour le nucléaire. Qu'est-ce qui vous a plu et attaché dans cette histoire-là? Est-ce que vous êtes devenu pro-nucléaire à tout craint? C'est les gens, c'est les travailleurs dans le nucléaire, c'est les techniciens, c'est les ingénieurs. C'était vraiment, pour moi, des gens intègres. Leur priorité, c'était la sûreté. Ouais. Des fois, plus haut, ça ne suivait pas, mais les cadres souples, les techniciens, les ouvriers, il y avait en vraie conscience de ce qu'ils faisaient. Et, vous voulez dire quelque chose sur l'intérêt général? L'intérêt général, oui. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. C'est à travers mes élèves. Que je suis tombée un peu amoureuse de, entre guillemets, c'est un grand mot, hein, de cette boîte. J'ai passé des moments fabuleux, absolument fabuleux. Et je garde un souvenir positif quand même de beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer grâce à Areva et que
je vois toujours. Et on organisait des fêtes d'anglais, on organisait des pièces de théâtre en anglais. Donc ça créait un groupe assez soudé. Et c'est en fait, pendant plusieurs mois, j'ai eu des stagiaires qui venaient et qui craquaient, qui se mettaient à pleurer. Quand vous avez des mecs d'un mètre 95 qui se mettent à pleurer dans votre bureau parce qu'il est mis de côté, parce qu'on ne veut pas les licencier, on veut qu'ils démissionnent. C'est arrivé avec 4-5 personnes dans mon bureau. Et donc du coup, je suis allée voir les syndicats. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas possible. Et tous ces gens étaient dans un couloir. Et nous, on appelait ça le couloir de la mort. Et les autres salariés, des fois, ne leur parlaient pas, parce qu'ils étaient sur la sellette. C'était quelle année, ça? Ça, c'était en 99 environ. C'est à ce moment-là que j'ai contacté le cabinet Grandbach, et que j'ai connu un peu plus tard Rachid. Et donc, cet avocat avec lequel on a travaillé à l'époque nous a aidé de mettre en place un plan social digne de ce nom et pas des gens virés qu'on ne voulait pas voir. Et à partir de là, j'étais étonnée parce que les seuls hommes qui m'ont crié sur moi dans ma vie, c'est 3 PDG. Et ça m'a vraiment étonnée. Des noms? Non. Si, il y a Proglio. Bah, je ne veux pas donner de nom. On les ajoutera à l'écran. Ils sont dedans. Et ça c'était leur manque de contrôle d'eux-mêmes. Ils avaient une petite merdeuse irlandaise, blonde, prof d'anglais, et qui ne lâchait pas. Ils ne se supportaient pas. C'était incroyable. Bon, bref, c'est tout ça qui a fait que c'est essentiellement les personnes d'Areva. Mais est-ce que, du coup, après tout ce qui s'est passé, vous pensez que toujours le syndicalisme, ça peut changer le monde, changer les choses? Oui, j'en suis persuadée. Ouais. Que le syndicalisme, malheureusement, la différence avec les Allemands et les Français au niveau syndical, on compare la France à l'Allemagne en permanence. En Allemagne, quand un syndicat signe un accord, si vous n'êtes pas adhérent du syndicat, vous ne touchez pas. Par exemple, l'augmentation des salaires. En France, c'est un système beaucoup plus généreux. Les syndicats, tu n'as pas besoin d'être adhérent, tu signes pour tout le monde. Oui, mais qu'est-ce que ça change finalement? Ça change que les gens n'adhèrent pas en France. Ils profitent, mais ils n'adhèrent pas. Voilà. Du coup, ils ne participent pas. Ils ne participent pas. Et à peu près 50% des salariés, j'ai lu l'autre jour, ont peur de se syndiquer à cause des répercussions qu'ils puissent avoir. Donc les syndicats, c'est des intermédiaires. On a besoin de syndicats forts, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a besoin de syndicats qui travaillent ensemble. Ce que dit Maureen, c'est très important par rapport à son histoire, c'est qu'elle était prof d'anglais dans cette boîte, donc elle n'avait pas de carrière à faire. Donc tous les gens la poussaient en lui disant vas-y, fais-le toi, et beaucoup de gens n'ont pas été là au rendez-vous. Je ne parle pas du tout pour les membres du syndicat, bien au contraire, mais pour tous ceux à l'intérieur de la boîte qui vous poussaient, n'étaient pas là quand il y a eu les problèmes. C'est que d'une certaine manière, on poussait Maureen parce que c'était un bon petit soldat, un peu casse-cou et qui n'avait pas d'enjeu de carrière. Mais au final, ce syndicalisme français, ce que vous dites, c'est qu'il est utilisé, mais les gens ne sont pas dans une démarche collective, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et ça, c'est dommage. Et comment il faudrait faire, vous pensez? Ah bah, si on devient comme l'Allemagne et un syndicat signe un accord, il n'y a que les adhérents qui profitent de la signature, les gens vont adhérer au syndicat. Oui, mais en France, on est sur l'université. C'est ce qu'on appelle le dialogue social. Voilà. Ouais. Il faudrait faire carrément plusieurs soirées là-dessus. Ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue social. Vous trouvez que ça s'est détérioré entre ce que vous avez connu il y a 20 ans et maintenant? Absolument. Pourquoi vous dites ça? On est maintenant dans le nucléaire pour le profit, la rentabilité à tout prix. Et moi, mais c'est normal, on ne peut pas perdre de l'argent. C'est sûr, mais c'est un service public aussi. C'est l'électricité, la fourniture d'énergie. D'accord, il ne faut pas perdre d'argent. Mais quand l'objectif devient la rentabilité à tout prix, et que des fois je crains pour la sûreté, car la rentabilité et la sûreté, des fois ça peut être
Je précise que l'idée de service public, à l'époque où ils se sont beaucoup développés, c'est même pas ce que vous dites. C'est pas, ça ne doit pas coûter d'argent. Oui. Ça coûte ce que ça coûte. On a décidé collectivement et démocratiquement que c'était un service dont tout le monde devait bénéficier de manière égalitaire. La question de savoir ce que ça coûte, eh bien, on va la budgéter, on va se donner les moyens de le faire. Et on avait fait ça d'ailleurs de manière remarquablement efficace dans le cas de l'EDF, de la filière nucléaire française, et ce qu'elle est avec. On voit où on en est aujourd'hui. Le changement de paradigme à l'époque, et que, contre lequel le syndicat de Maureen Kearney et l'ensemble des salariés d'Areva, grosso modo, parce qu'il y avait quand même une certaine unanimité, c'était ça, c'est-à-dire le gouvernement français ne voulait plus, estimait qu'il n'avait plus les moyens d'investir dans le nucléaire français. Il fallait donc négocier avec les Chinois, qui avaient l'argent et le marché, pour qu'ils investissent dans notre nucléaire en échange de notre technologie. C'est partir du principe qu'on n'a plus l'argent, qu'on n'a plus les moyens de notre souveraineté, et c'était finalement, Maureen s'est trouvée à le grain de sable entre deux plaques tectoniques qui sont deux histoires, deux époques, deux visions du gouvernement différentes. C'est-à-dire d'un côté, ce que vous disiez, on se donne les moyens, on investit pour avoir notre politique, avoir un service public, avoir une souveraineté, parce que le nucléaire c'est encore au-delà, c'est être au Conseil de sécurité des Nations Unies, et une vision plus libérale aujourd'hui, mais moi que je peux entendre, qui est que on ne peut pas investir à fond perdu, il faut gagner de l'argent, mais de ce point de vue-là, la France est perdante. C'est-à-dire, comme on est un petit pays par rapport à la Chine, ça veut dire se mettre en dépendance par rapport à la Chine. Et ce qui est marrant dans cette histoire, s'il peut y avoir un truc marrant, c'est que Maureen Kearney, prof d'anglais, s'est retrouvée à défendre le pavillon français, l'industrie française, de manière patriotique, face à un gouvernement français qui disait « Ah ben non, il faut négocier avec les Chinois ». Donc c'est un renversement. Mais est-ce que vous avez l'impression à l'époque que des salariés d'Areva étaient peut-être convaincus qu'il fallait négocier ou qu'on n'avait pas le choix? Juste une chose, tous les politiques, sans exception, ont dit qu'il n'y avait aucune négociation avec les Chinois. Tous. Donc ils n'assumaient pas, c'est ça que vous voulez dire. Ils n'assumaient pas, de Moscovici en passant par Cazeneuve, Montebourg et ainsi de suite. Donc si c'est si rationnel que ça, pourquoi on n'explique pas? Ah, j'en sais rien, et c'est moi on m'a envoyé en photo avec la signature à Avignon. Il y avait Proglio, Orcel, aucune politique présent pour la signature avec les Chinois. Il y a un procès-verbal du comité de groupe européen. Le PDG de l'époque dit noir sur blanc, il n'y a aucune négociation avec la Chine, et il n'y en aura jamais. Une semaine plus tard, je reçois la photo. Et on a un nouveau comité de groupe européen, et je l'ai traité de menteur. Je dis devant tout le monde, devant tout son staff, devant tous les élus et tout ça, je dis vous êtes un menteur. Et nous n'avons pas besoin de menteur. Et il est devenu fou, il a pris une chaise, il a jeté à travers la pièce. Ce serait peut-être intéressant, brièvement, je ne veux pas anticiper sur les questions du public, mais de préciser, puisqu'il s'agit d'informer les gens, y compris beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo, qui ne sont pas du tout au courant du contexte, des raisons pour lesquelles on camouflait cette négociation. Et ils ne voulaient pas l'assumer, comme vous dites. Enfin, tel que vous interprétez cette occultation. Je crois que ce que Caroline a dit, qu'ils avaient pris la décision que le marché était en Chine, qu'on ne pouvait rien faire autre part qu'en Chine, et c'était là où on pouvait faire de l'argent. Et d'ailleurs, les deux EPR de Taishan ont démarré. Oui, c'est qu'il faut rappeler, hein, les deux EPR, nous on est toujours après X années en train soi-disant de les peaufiner. Les Chinois qui ont récupéré à très peu de frais le patrimoine, l'avance colossale
qu'avait la France jusqu'à il y a peu de temps dans un domaine critique de souveraineté, d'indépendance, mais même industriel, technologique de très haut niveau, a été bazardé, parce que c'est ça le fond de l'histoire, aux Chinois qui, eux, sont très pragmatiques, on en fait très bon usage, ils ont déjà démarré depuis presque un an d'ailleurs leurs deux centrales qui marchent très bien et qui leur permettent d'ailleurs de lutter contre le réchauffement climatique plus efficacement que n'importe comment d'autre, avec entre autres ces centrales. Je te rends la parole. Mais dites aussi pourquoi Nouvergeon d'Areva n'était pas d'accord du tout avec ce transfert direct de technologie. Il y avait quand même des oppositions au sein même du nucléaire, des autorités. Mais elle était virée. Voilà. Bon point. Elle n'était pas d'accord, elle était virée. Elle s'est bagarrée quand même. Pardon? Elle a beaucoup. Elle s'est bagarrée. Mais moi, je voulais reparler du syndicalisme. C'est parfois une question qu'on me pose. Est-ce que vous pensez que c'est... Pourquoi vous pensiez que c'était un syndicat, ou enfin un regroupement de syndicats, de s'opposer à la politique de l'entreprise? Après tout, il y a un gouvernement, une présidence. Est-ce que c'est la fonction du syndicat d'aller dire, en fait, nous, on n'est pas d'accord? Bon, ça concernait les conditions de travail et l'emploi chez Areva. Et donc, ça avait des conséquences pour vous, ça vous oui, dire? oui, pour les syndicats et pour les salariés partout en Europe. Donc, notre rôle à nous, c'était de défendre les intérêts des salariés et de l'entreprise. Et c'est parti de là. Mais ce n'était pas la première bataille. Il y a eu Alstom, il y a eu... Avant, il y a eu plein de batailles auparavant. On peut dire que c'est la configuration générale de la politique de la classe dirigeante française pratiquement depuis Giscard. Accéléré avec Mitterrand, puis après ça n'a pas cessé de s'accélérer. Détruire le service public de l'intérieur en le disqualifiant, en détruisant ses mécanismes de base, tout ce qui pouvait fonctionner jusque-là, au prétexte que soi-disant ça coûtait trop cher ou qu'on ne pouvait pas le financer, ce qui est une absurdité, puisque par définition le service public est financé par le budget, puisque l'objet du budget de la nation c'est entre autres de financer ce genre de choses. Et un des moyens, mais comme quand même ça la foutait mal, une des solutions entre guillemets qu'on avait trouvé, c'était entre autres de bazarder ça aux Chinois, etc., pour donner l'impression qu'on était très efficace, qu'on exportait notre technologie, etc. Mais en même temps, c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que déjà à l'époque, c'était pas très bien vu, pas spécialement bien vu de négocier ce genre de choses, notamment avec les Chinois qui étaient les mauvais élèves de la classe. Ils pouvaient encore passer pour communistes, ils étaient surtout totalitaires, c'était les méchants du concert des nations. Déjà, beaucoup d'autres éléments s'ajoutaient au fait que pour des raisons idéologiques et politiques, ça devait être camouflé, mais aussi, et je pense, et ça malheureusement on ne va pas pouvoir le démontrer ici, mais j'espère qu'on pourra avancer dans ce domaine-là, on a vu dans le cas de Alstom, les magouilles invraisemblables, et on a vu comment on a une très belle continuité de l'État, depuis, notamment, depuis Giscard, Sarkozy, Hollande et Macron, puisque entre autres Macron est mêlé à toutes les pires turpitudes depuis son intervention déjà à l'époque de Hollande dans tout ce genre de saloperies où on l'a bradé. Alors avec Alstom c'est quasiment caricatural, mais la logique générale, je voulais en revenir à l'intelligibilité du phénomène, de notre point de vue, à nous autres réfractaires à ce genre de choses, pour l'exemple que vous connaissez bien, c'est qu'il s'agit d'abord de disqualifier le service public au travers de son fonctionnement, en détruisant de l'intérieur, pour après vous dire, bah, vous voyez, ça marche très mal, ça coûte très cher, donc on va bazarder ce qu'on peut aux Américains, aux Chinois, etc., et y compris une avance technologique acquise au prix des efforts et des investissements considérables de la nation et des nationaux pendant 40 ou 50 ans. Donc c'est quand même ça qu'ils ont bazardé, et où Maureen va se retrouver malheureusement au milieu de la plaque tectonique, comme vous dites, et malgré qu'elle en est. Le grain de sable qu'il fallait absolument écraser. Bon, bah, peut-être on peut répondre à vos questions, si vous en avez. Oui, vous n'avez pas beaucoup parlé de pourquoi cette agression sur vous, qui, quoi, comment, enfin on a des soupçons, hein, des hommes de main, alors est-ce que c'est des Chinois, des Proglio, des machins, des trucs, et pourquoi avoir fait cet effet sur une personne comme ça? Bon, vous étiez importante, vous étiez connue, vous connaissiez tous les politiques de l'époque,
Mais pourquoi c'est tombé sur vous et de façon aussi violente? Il faut rappeler quand même que c'est pas seulement c'est un viol qu'il y a eu. Oui, parce qu'il y a eu des innovations en matière de barbouzerie comme on n'en avait quand même jamais connu avant. Hein. Là, c'était nouveau, là. Donc, pourquoi Je ne sais pas. Je sais, le samedi, j'avais contacté Montebourg et j'avais contacté Cazeneuve. Parce que c'est l'ambiance... Quelles étaient ses fonctions à l'époque? Il était ministre Montebourg de l'Industrie, et Cazeneuve était ministre des Affaires européennes. Donc Montebourg à Cazeneuve. Montebourg et Cazeneuve. Et je ne me rappelle plus qu'est-ce que je voulais dire. Le samedi, vous les aviez contactés. La dame vous Ah oui, le samedi, pardon, le tombé. samedi 2 jours auparavant, j'ai contacté les deux et je voulais surtout voir avec Cazeneuve s'il ne fallait pas que je laisse tomber. C'était ça mon idée. Car ça devenait tellement... obsessionnel pour vous, c'est bien raconté. Il y a ça, et tellement l'ambiance au boulot était agressive envers moi, très très agressive de la part de certains cadres exactement, de certains cadres supérieurs, et qui m'ont dit un mois ou 2 mois avant, vous êtes dans un complot avec un Levergeon pour qu'on perde notre boulot en tant que cadre dirigeant. Mais j'ai failli tomber de ma chaise. Je veux dire, comment ils pouvaient penser que j'étais dans un complot avec pour qu'ils perdent leur boulot? Mais c'était devenu fou, complètement fou. Et je les voyais, 2 ou 3 de ces hommes-là, comme s'ils avaient un rat à l'intérieur d'eux qui était en train de leur bouffer de l'intérieur parce qu'ils étaient tellement mal, tellement agressifs, tellement... Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Parce que votre objectif, c'était de défendre les salariés. Pourquoi Absolument. vous auriez été dans une démarche personnelle Complotiste. Déjà, le mot est lâché. C'est le pendant idéologique, vous savez, de l'antitotalitarisme. C'est les totalitaires sont par définition complotistes. Bah, Maureen, bienvenue au club. Hein, nous en faisons partie ici depuis longtemps. On est connus, surveillés depuis belle lurette. C'est le tropique nid d'espion, comme vous savez, depuis un petit moment. Mais là, vous êtes entré dans ce club de plus en plus large, il faut bien dire, des complotistes. À partir du moment où vous contrecarrez leurs desseins, et que vous établissez des faits concrets, empiriquement indiscutables, mais qui ne cadrent pas du tout avec le récit, comme ils disent, ou l'agenda, vous êtes complotiste. Oui, je pense qu'on ne sait pas pour l'instant, mais moi, il m'a toujours semblé qu'une chose qui avait beaucoup joué, c'est le fait que Maureen est étrangère. Elle est irlandaise et elle ne réagit pas comme nous, en fait, avec nos codes français, même si elle vit en France depuis 30 ans, mais on le voit bien, ce qu'elle... sa manière de se comporter, ses codes, sa manière d'appréhender les choses, ça n'est pas du tout français. Je ne sais pas si un syndicaliste français aurait l'idée de dire à son patron qu'il est un menteur, parce qu'il aurait peur pour sa carrière, parce que même si vous l'avez fait avec sincérité, parce que vous étiez sur les faits, pour vous c'était un fait, une expression. Mais ça dit beaucoup de choses, je pense, de la société française, où on ne dit pas les choses comme ça, et le fait... qu'elle avait cette manière d'aborder, de recourir au juridique aussi. On a ici l'avocate du comité de groupe européen. Elle avait cette démarche qui est une démarche, je crois, assez anglo-saxonne, dont on appelle judiciariser les rapports. C'est une manière d'envisager la société, hein, mais on judiciarise beaucoup plus dans les pays anglo-saxons les rapports de force, ce qui se fait assez peu en France. Mais Maureen avait cette démarche-là qui avait montré ses résultats. Et puis, il y a ce carnet d'adresses politiques qui fait qu'à ce moment-là, précisément, Maureen a accès à tout le gouvernement, si elle veut, c'est ce qu'elle vient de nous dire. Elle a accès à 2 ministres, mais je pense que si elle avait appelé le cabinet de François Hollande, elle aurait été entendue. Et ça fait d'elle une caisse de résonance avec le fait qu'elle n'a pas de filtre, elle n'a pas peur, elle n'est pas arrêtée par sa carrière, et en plus elle est écoutée par le gouvernement. Ça fait beaucoup. Il s'agit de la faire taire. Oui. Excusez-moi. Oui. Il y a des questions. Ça veut dire quoi qu'elle avait un carnet D'adresse, ça veut dire qu'elle connaissait beaucoup d'hommes politiques. Et comment est-ce que ça s'est... Comment elle avait fait ça? Comment vous aviez fait ça? Oui, il faut peut-être expliquer votre position syndicale, en réalité.
bon, j'étais secrétaire élue par tous les pays européens pour au départ 75 000 salariés. Ensuite, ils ont privatisé une partie d'Areva qui a été donnée à Alstom en 2000 environ. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, je me suis rendu compte que ce n'était pas clair. Je ne veux pas dire des noms, mais on connaît le patron d'Alstom, on connaît le patron de Schneider. On connaît la suite pour Alstom. Voilà, on connaît la suite pour Alstom. Nous, on avait, comité de groupe européen, on avait fait faire un audit par un auditeur indépendant et la vente de 29 000 salariés, il y avait minimum 5 000 suppressions de postes. Minimum, hein. Et à l'époque, la seule chose, on s'est rendu compte que ça allait se faire, cette vente. Donc la seule chose pour laquelle on pouvait se battre, c'était d'avoir des conditions de transfert pour les salariés d'Areva envers Alstom et envers Schneider correctes. C'est-à-dire pas de déplacement au-delà de 30 km de chez eux, le même poste, les mêmes salaires et ainsi de suite. Et Alstom et Schneider, à un moment, sont revenus sur les accords qu'on avait négociés avec eux. Et je me rappelle, j'avais écrit à Christine Lagarde en lui disant, mais genre, c'est des menteurs, vous êtes engagés là-dessus. Lagarde m'a répondu personnellement, en évoquant toutes les garanties qu'elle donnait à Areva. J'ai encore ce courrier, il n'y a aucun des garanties sur laquelle elle s'est engagée avec ce courrier qui a été mis en place. Aucun. Illustrant le vieil adage que les promesses de notre classe dirigeante n'engagent que ceux qui les croient. Oui. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé avec l'aide de Rachid, qu'on a été voir à l'époque, et qui nous a conseillé au niveau justement de la juridiction française. Parce qu'on est dans un état de droit, et le droit s'applique à tous. Très souvent, je crois, au niveau politique en France, on oublie que c'est liberté, égalité, fraternité. Et cette égalité, je trouve, elle est bafouillée un peu partout. À qui le dites-vous? Oui. Alors, pour répondre au monsieur plus précisément, la manière de faire de Maureen, ce qu'elle explique là, c'est que quand elle avait une question à poser, eh ben, elle la posait, mais au ministre, voilà. Donc, ou aux députés, ou aux sénateurs. Elle représentait, dans le cadre du dialogue social, justement, au plus haut niveau d'un groupe qui était colossal quand même, le plus gros groupe industriel français, non seulement EDF, mais l'appareil industriel, Alstom, etc., tous ces trucs-là. Donc, c'était quand même une représentation de la perle de la couronne, en plus du patrimoine industriel et technologique français, avec énormément de monde, ce qui donnait une importance, une représentativité très importante. Et donc, je répondre à l'époque des faits, donc à l'automne 2012, quand il y avait cette opposition sur l'accord avec les Chinois, Maureen et son syndicat, au nom de son syndicat, du comité de groupe européen, avaient envoyé des centaines de courriers à tous les députés, à tous les sénateurs, et je m'en souviens très bien parce qu'on s'est croisés à côté de l'Assemblée à cette époque. Elle multipliait les rendez-vous, ils étaient 2 en général, et à chaque fois c'est ce qu'on appelle du lobbying, mais c'est du lobbying syndical, d'aller voir les députés, les sénateurs et de leur dire voilà la situation, voilà ce que c'est, ce qui fait que les ministres, les députés, les politiques la connaissaient. Donc c'est pour ça que je parle de carnet d'adresse politique. Pour répondre ou pour compléter la question sur... vous pouvez peut-être vous présenter. Rachid Brie, avocat. Pourquoi ça tombe sur Maureen? Oui. Il y a évidemment toutes les réponses qui ont été faites, évidemment, mais moi je vais me permettre de répondre aussi un peu à la place de Maureen, parce que Maureen est une femme modeste, et c'est une grande dame, c'est une femme modeste, donc elle ne dira pas tout là-dessus, mais moi qui l'ai vue à l'œuvre, je sais pourquoi c'est tombé sur elle. Il y a probablement le fait que, dans ce fonctionnement du comité de groupe européen, c'est son petit bébé, c'est son enfant, le comité de groupe européen, chez Areva. Je me souviens de toutes ces réunions qu'on a pu faire très tôt le matin, très tard le soir, au siège, au cabinet, etc. J'ai bien vu qu'autour d'elle, il y avait des gens de valeur. Mais pardonnez-moi de le dire, moi je peux le dire, elle ne peut pas le dire. Rien à voir avec la qualité humaine, la qualité intellectuelle de Maureen. Donc par définition, la crédibilité qui a été la sienne, elle tient à 2 choses. Au fait que
c'est une femme de consensus en même temps, qui ne colle pas au modèle français, qui est plutôt un modèle de confrontation. Donc d'un côté, elle sait écouter, elle sait parler, elle sait proposer, elle sait concilier, elle sait négocier, et elle signe des accords. Donc pour un patronat du nucléaire, que ce soit à l'époque de Madame Lauvergeon ou après, c'est difficile de ne pas tenir compte d'un interlocuteur syndical comme celui-là. Surtout qu'on parle d'un niveau qui n'est pas, alors encore une fois, pour les non-initiés, ça peut paraître un peu éloigné tout ça, mais un comité de groupe européen, c'est effectivement la quintessence même de la représentation syndicale des travailleurs de manière transnationale. Ça ne plaît pas toujours aux souverainistes, enfin, en tout cas, c'est important dans l'émergence d'un nouveau modèle syndical. Et qu'est-ce qu'elle apporte, Maureen, à ce moment-là? Elle apporte, son expérience personnelle irlandaise, très européenne, aux yeux de certains, beaucoup trop. Moi, j'ai la parole libre, donc évidemment, Maureen ne peut pas le dire comme ça, mais... Et comme c'est une grande dame, parce qu'elle sait négocier, elle sait signer, la deuxième raison pour laquelle elle est visée, c'est que quand elle tape du poing sur la table, et qu'elle dit non, eh bien, évidemment, son opposition prend un relief d'autant plus fort. Et quand elle a tapé du poing sur la table, alors au début, elle l'a tapé de manière très diplomatique, etc. Puis après, c'est monté crescendo, c'est monté crescendo. Et jusqu'au moment où elle commence à dire « Ah non, non, ça ne va pas marcher comme ça ». Et je me souviens des mini-réunions de bureau, encore une fois, Maureen incarnait, sans jeu de mots, Maureen incarnait le comité européen. Tous les membres du bureau étaient là, ok, bon, très bien, mais mon interlocuteur, c'est Maureen. Quand il fallait prendre des décisions importantes, le jour, la nuit, etc., très tard, le samedi, le dimanche, etc. Quand il a fallu prendre une décision importante, c'est Maureen, mon interlocuteur. Et pourtant, je l'ai vu dans son rôle, dans les réunions plénières, 40, 50 personnes, des micros partout, des interprètes. Quand Maureen prend la parole, tout le monde écoute. Je peux vous dire que dans les assemblées, j'en ai fait, moi, plus de 30 ans d'expérience, dans les comités européens. Quand ça parle dans tous les sens, tout le monde regarde son téléphone, quand Maureen parle, tout le monde écoute. Et quand il s'est agi les derniers jours, les dernières heures, cette fameuse réunion qu'on tient en catastrophe pour prendre la décision finale, je vois bien que tout le monde est pendu à la parole de Maureen. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Et quand Maureen tape cette fois du poing sur la table, après avoir épuisé toutes les solutions, toutes les voies de recours, pour éviter d'y aller au tribunal, parce que c'est une femme combattante, mais son réflexe, c'est pas du tout d'aller au contentieux. Pas du tout, moi je l'ai bien vu. Combien de fois on a retardé les choses, retardé. Et c'est ça qui, avec toutes les raisons que vous avez évoquées, notamment vous, Caroline, la vraie raison, elle est là. C'est qu'à un moment donné, elle a un tel potentiel de crédibilité professionnelle, intellectuelle, syndicale. Elle a une aura au sein du comité européen. Quand elle dit qu'elle y va, là, c'est comment l'arrêter? C'est fini parce qu'elle, on sait qu'elle fait ce qu'elle dit. C'est ce que nous autres marxistes, nous appelons une contradiction indépassable. Je me souviens de Parce ça, que pour l'appareil base. financier, atlantiste, washingtonien, bruxellois, qui essaye de nous enfler déjà depuis une bonne quarantaine d'années, le gros problème, c'est qu'elle est justement europhile, qu'elle les met en face de leurs propres contradictions et qu'elle leur révèle à eux-mêmes et à elles-mêmes que c'est une énorme supercherie, une imposture de classe, entre autres, et une dégringolade sidérante de ce qui était notre appareil politique et surtout la haute fonction publique et les gens que vous avez évoqués qui maintenant aujourd'hui peuvent être dignes de tous les éloges qu'on voudra, mais qui ont été consciencieusement liquidés à l'intérieur justement de cet appareil industriel construit pendant une décennie ou un peu plus et qu'on a consciencieusement bazardé pour les intérêts de la bancocratie mondialisée. Parce que c'est ça, hein, quand même, Bruxelles et l'Europe. Donc vous faites partie à votre corps défendant, encore une fois, malgré vous, vous présentez une contradiction indépassable pour eux. Donc il fallait, le seul moyen de la dépasser, c'était de vous éliminer. Oui, mais pardon, excusez-moi, mais on comprend, là on est dans un contexte quand même très connu, enfin c'est des négociations d'entreprise, des négociations politiques, etc. Et tout d'un coup, on est dans quelque chose, c'est du justement, de voyou. vous avez entendu, il ne voulait pas assumer ces négociations, Voilà, il les camouflait.
Oui, mais d'aller jusqu'où on est allé pour Maureen, c'est quand même une... Parce que c'est une femme en plus. Pour le patron d'Alstom, vous avez vu ce qu'on a fait? Il a quand même fait de la tôle aux États-Unis lui aussi. Inouï quand même qu'elle a été après obligée de traverser Oui. d'abord ce qui lui est arrivé, l'agression elle-même, puis après l'enquête et après le procès. Oui, C'est inouï. C'est inouï, et justement il s'agit de l'ouïr maintenant. C'est pour ça qu'on lui donne la parole. Il s'agit que tout le monde le sache. C'est ça, c'est là où Et qu'on botte enfin le cul à cette bande de connards. Voilà. Bon, peut-être d'autres questions. Je vous en prie. Approchez s'il vous plaît, parce que là on ne va pas vous entendre. Approchez, approchez. Je vais faire un petit truc d'info qui, après rebondir avec Caroline dessus. Il y a quelque chose dont on ne parle pas là, mais ça répond à la question du carnet d'adresse. C'est qu'il y a plusieurs temps. Il y a le temps juridique, on l'a vu avec Maureen, et ça c'est un temps où on peut dormir un peu parce que ça ne va pas se réveiller demain, ça prend longtemps. Il y a le temps politique, qui est rythmé par des élections, et donc par des prises de pouvoir, des pertes de pouvoir, et de la course au pouvoir. Ça c'est un autre temps, et il y a le temps du nucléaire. Le temps du nucléaire, maintenant qu'on a dit qu'on était dans le nucléaire, on ne peut pas l'arrêter le nucléaire. Hein, on ne peut pas dire à partir de demain il n'y a plus de déchets, à partir de demain il n'y a plus de sécurité nucléaire. Ces temps-là n'ont rien à voir. Les ouvriers d'Areva, les salariés d'Areva, ils sont un tout petit peu dans un temps nucléaire. Ils sont bien au courant de tout ce qui se passe. Les politiques, ils sont juste dans un temps politique. Donc ce qu'on peut demander à Caroline, et ça justifie le carnet d'adresse, c'est que la plupart des gens dont on vient de parler, où Maureen les voit quand ils sont au pouvoir, elle les voyait quand ils n'étaient pas au pouvoir. Et là, est-ce que des Montebourg, des Cazeneuve, par exemple, pourquoi Montebourg et Cazeneuve, hein, parce que quand ils n'étaient pas au pouvoir, ils étaient dans des régions où il y a du nucléaire, et donc ils ont une opinion à ce moment-là, en tant qu'élus régionaux, locaux, et qu'évidemment, quand on se retrouve au pouvoir national, c'est un autre problème. Hein. Et peut-être qu'on change d'avis, peut-être qu'on ne voit pas la réalité exactement de la même manière. Ça, est-ce que ça se sent après? Parce que c'est ça aussi. Ouais, en fait, ce que vous soulignez, c'est vrai sur deux plans. D'abord, on est en effet dans un temps politique aujourd'hui où, je me souviens parce qu'on en a parlé la première fois qu'on s'est vu, où il n'y a plus de temps long, il n'y a plus de plan, il n'y a plus de planification. Alors on peut être pour ou contre, considérer que ça sent trop son marxiste ou son communiste. Enfin là en l'occurrence le plan c'était le soi-disant gaulo communiste, faut pas oublier que ça se résume, je rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ça, si les habitués connaissent, c'était tout simplement l'anticommunisme fondamental de Gaulle, mais qui lui donnait un argument pour utiliser à la fois les communistes contre les Américains et les Américains contre les communistes, et ça se résumait à entre les communistes et moi, il n'y a rien. Effectivement, il n'y a rien. Parce que depuis qu'il n'y a plus ni De Gaulle ni les communistes, c'est-à-dire depuis 70, les années 70, vous avez le rien. Et vous avez les résultats du rien. Et maintenant, vous avez le 3 fois rien avec ce que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça qu'il s'agit de rappeler. Le plan, il disait, général. Oui, alors il y avait le plan. Le plan, c'était faut voir les gens, enfin, je vais pas vous... mais on a fait pas mal de choses. Je pense qu'il sera intéressant d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'était que le plan, qu'est-ce que c'était que le circuit des trésors, comment s'est construit cet appareil industriel par un effort de la nation, pur et simple, totalement autofinancé par la nation. On n'avait pas de banquier, de FMI ou autre qui nous passait du fric, hein, faut le savoir. Il va falloir qu'on explique ces choses-là parce que les gens n'imaginent pas que au moment où Mitterrand prend le pouvoir en 81, et on n'est pas chez les communistes, hein, c'est Raymond Barre et Giscard, hein, je veux dire, on n'est pas à Moscou, ben vous avez quand même par exemple la totalité du système financier assurances et banques comprises qui sont nationalisées ou sous le contrôle de l'État, vous avez le contrôle des prix, vous avez l'autorisation administrative de licenciement, vous avez toutes sortes de choses, je peux vous dire qu'on en est loin aujourd'hui. Et ça a été construit par une économie soi-disant à la soviétique, mais qui était tout simplement l'économie mise en place par De Gaulle et même ses prédécesseurs, dès le plan Marshall. Donc c'était une économie planifiée, mais qui avait été rendu totalement autonome. C'est ça qu'il faut voir. Et se demander pourquoi, à l'époque, on a moins de 18% du PIB comme endettement public,
Au moment où barre n'a plus la barre, encore une fois, c'est pas vraiment un mot scooter, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et on est passé à 100%. Voilà. C'est ça l'imposture sous-jacente à toute cette histoire, si je peux me permettre un peu d'idéologie. Le nucléaire émerge dans une économie, en effet, gaulliste, où la planification est quelque chose d'important. Et donc, c'est quelque chose cette industrie a besoin d'un temps long, d'une projection. Aujourd'hui, elle est là et on n'a plus du tout de temps long au niveau politique. C'est une industrie qui aurait besoin qu'on décide maintenant ce qui va se passer dans 20 ou 30 ans. Et comme rien n'est décidé, on repousse et ça crée une espèce d'angoisse et de crise permanente dans cette industrie qui aurait besoin de réponses et de décisions de temps long par des politiques qui restent aller au mieux 3-4 ans. Donc ils ne les prennent pas ces décisions parce qu'elles sont très engageantes. La deuxième chose que Gilles soulignait, c'est que ces politiques, ces politiques socialistes qui arrivent à ce gouvernement à ce moment-là, en effet, Maureen les connaît, et en effet, depuis des années, ils la poussent eux aussi, parce que j'ai parlé des cadres d'Areva, mais aussi utilisent Maureen pour avoir des emplois sur leur territoire. Et ce qui est curieux, c'est qu'une fois arrivé au gouvernement, bizarrement, il n'y a plus personne. Parce que le fait que Bernard Cazeneuve vous appelle, vous, en vous disant « Allez demander à mon confrère Arnaud Montebourg des comptes sur ce qui se passe », c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que le nucléaire est une industrie, je l'ai découvert, très particulière. C'est une industrie d'initiés et les politiques n'y comprennent rien. C'est vrai. Absolument. Bon, peut-être c'est logique, mais du coup, c'est un sujet qui est capté par une partie de l'administration, par un petit nombre de l'administration, qui décide un peu de manière autonome. Et tout ça fait que l'aspect politique, que le politique s'en désengage de lui-même. D'abord, il sait qu'il n'est pas là pour très longtemps. En plus, c'est un sujet un peu complexe, un peu engageant. Donc, on laisse ça à une administration qui gère, mais qui ne décide pas, si bien qu'aujourd'hui, tous les sujets qui ont été soulevés à l'époque ne sont toujours pas résolus, sauf qu'on voit bien qu'on va vers une privatisation qui va renvoyer vers un inconnu, enfin une privatisation, en tout cas partielle. Un démantèlement continu. Démantèlement surtout. Sachant que le corollaire de la stratégie française nucléaire, qui est probablement, c'est vrai, un point qui a joué beaucoup dans le groupe Areva, avec cette succession de dirigeants qui ont souvent des égos un peu, ça joue aussi beaucoup dans l'industrie nucléaire. Il y a aussi, pour revenir, je crois, au sujet de Maureen, le culte et la culture du secret. Parce qu'il y a la défense, ouais. Oui, mais pour revenir à des choses peut-être plus simples, pour que tout le monde comprenne, parce qu'à écouter les uns les autres, on a un peu l'impression de se dire, ce qui est arrivé à Maureen, c'est parce que, grosso modo, elle voulait faire la révolution. Pas du tout. C'est même plus basique que ça. Elle est une sorte de lanceuse d'alerte, qui crée un mouvement à un moment donné. Elle ne comprend pas l'opacité. Je pense qu'elle se heurte. Et là, c'est un vrai problème culturel. Parce que nous, en France, on a ce culte du secret dans les affaires, mais a fortiori dans le nucléaire, pour les raisons historiques qu'on connaît, etc. Et Maureen, elle dit presque naïvement les choses. Elle dit, c'est nos emplois, c'est notre devenir. Accessoirement, elle dit, c'est aussi le devenir de l'industrie nucléaire française. Mais au départ, elle dit, moi je veux un peu de transparence, je veux comprendre ce qui se passe. Et plus on lui dit non, 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 circuler, il n'y a rien à voir, et ben c'est là qu'il y a cet alliage assez complexe et secret dans sa tête pour Maureen. C'est qu'elle dit, non, moi culturellement, je ne peux pas accepter, quelle que soit la puissance étatique, quel que soit le secret d'affaires nucléaires qu'on m'oppose, je ne peux pas accepter, parce que moi je représente des intérêts, dont l'intérêt général, mais des intérêts qui dépassent ces questions-là. Donc c'est simple, ce qu'elle demande au tribunal, ce qu'on devait demander au tribunal, pour revenir à des choses simples, qui est là, évidemment, je peux le regretter d'une certaine manière, qui a été un peu le fait déclencheur ou le fait générateur des choses. C'est que quand on va au tribunal, quand on a l'intention du tribunal, c'est pas pour qu'elle dise « je veux pas de transfert de technologie », c'est pas pour que le comité européen dise « je veux pas de transfert de technologie », on n'est pas fondé à demander ça.
Petit rappel, pardonnez-moi, pour rentrer dans la technique, mais en droit, dans le code français, dans la loi française, on n'a pas le droit de dire ça quand on est des représentants des travailleurs. Même au niveau européen, on n'a pas le droit de s'opposer à la décision patronale. Je ne voudrais pas qu'ici et là, on croit qu'en France, on a l'impression qu'on va au tribunal et on dit au patron, je vous interdis de vendre aux Chinois. C'est pas possible, ça n'existe pas. La demande, la démarche du comité européen incarnée par Maureen, elle est plus simple. Nous apprenons que nous avons des informations qui circulent, et on en a eu évidemment, par un cheminement évidemment que le secret professionnel m'oblige à taire, mais on a des trucs, et puis officiellement on dit non, 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 circuler n'a rien à voir. Bah, nous on va dire au tribunal, bah, ordonner la communication de tout ça, mais simplement d'un point de vue juridique, parce que c'est le droit du comité européen. Ce droit est inscrit dans un accord qui institue le comité européen, dont l'incarnation est la mère, si je puis dire, tutélaire, c'est Maureen. Et donc elle se dit, moi cet accord à quoi il sert? J'ai mis en place un comité européen, et à la première bourrasque, entre guillemets, au premier moment où il y a un choix stratégique à faire, balancer des transferts de technologie aux Chinois, je demande à voir ce qu'il y a dedans, on me dit non. Mais c'est même la raison d'être de Maureen qui tombe à ce moment-là. Et donc c'est pour cette raison que c'est outrageusement scandaleux, et je pèse mes mots, ce qui lui arrive. Parce qu'à ce moment-là, elle ne demandait pas la Lune, elle ne demandait pas de faire la révolution, pardonnez-moi, mais elle demande simplement d'appliquer la loi, qui est la loi du comité européen arrivant. Je voudrais simplement rajouter quelque chose. C'est que le comité de groupe européen avec Rachid, 4-5 jours avant l'agression, on a envoyé en mise en demeure, c'est ça, à Orsel, où on allait l'amener au tribunal. Pour, parce qu'il ne respectait pas l'accord de la mise en place. C'était quoi, c'était entrave? Alors, oui, on lui annonce que mise en demeure d'envoyer, de communiquer les informations au comité européen, à défaut d'assigner en justice. D'une certaine manière, on parle assez peu de ce qui se passe après, de l'enquête, mais d'une certaine manière, ce qui ressort très puissamment, quand j'y réfléchis maintenant, de cette enquête, c'est qu'on fait payer à Maureen ça, c'est-à-dire la petite qui a demandé aux puissants la transparence. Vous avez raison de dire, elle leur a pas, les syndicats ne disaient pas on va changer la stratégie. On disait, et ils disaient, on veut qu'on nous l'explique, à tout le moins. Ce qui, après tout, en effet, quand on partage une entreprise, si c'est comme une maison, pourquoi pas? On peut imaginer que ce soit le b.a.-ba. Et dans toute cette enquête, ce qui est frappant, c'est que d'abord, on ne la croit pas. Bon, on ne la croit pas. Mais surtout, après, on retourne l'enquête pour lui faire payer d'avoir dénoncé. Et là, à ce moment-là, ce qui se met en marche, c'est tu vas nous le payer. Tu n'as pas le droit, petite syndicaliste, d'avoir gêné les affaires, les grandes choses, les grandes personnes. Et c'est quelque chose qui est très prégnant dans toutes les... dans toutes les interrogatoires, etc., c'est qu'on veut la remettre à sa place. Finalement, au-delà de l'histoire d'Areva, tout ça, ce qu'on explique, c'est que sa demande, elle vient perturber le système. Si tous les syndicats de toutes les entreprises de France commencent à demander la transparence à leur PDG, mais où va-t-on, quoi? Alors, je dis pas, évidemment, je suis pas en train de, de dire que les juges ou les gendarmes ou qu'une puissance immanente a formalisé ça. Mais au fond du fond, le fait qu'on ne la croit pas, qu'on lui reproche, qu'on la fasse payer, qu'on la condamne, c'est ça qu'on veut faire payer. C'est pas possible. La société française ne le supportera pas. Et de fait, elle n'a pas supporté puisqu'elle l'a condamné en première instance. Puis relaxé, parce que ça fit bien quand même. C'est classiquement l'intimidation pour arrêter les gêneurs. Et comme c'est encore une fois une contradiction qu'ils sont incapables de dépasser, ben, il faut tout simplement la supprimer en tant que telle. Oui, on commence à avoir une petite idée de ce qu'il peut y avoir derrière tout ça. Vous pouvez peut-être vous présenter. Nicole Colalina, je suis médecin, chercheur en biophysique et médecine nucléaire, donc je m'occupe beaucoup du nucléaire et de ses effets sur la santé.
J'ai publié 2 livres qui sont d'ailleurs dans cette Voilà. très bonne librairie que vous connaissez. Et surtout, grâce à Nicole, nous avons pu organiser 2 rencontres d'éducation populaire pour essayer, la tâche est colossale, Oui. un petit peu d'éclairer le public sur les âneries monumentales qu'on leur sert à longueur de journée, notamment sur la question du nucléaire. Allez-y. J'allais répondre aussi à lui sur l'épaisseur du nucléaire, mais ça, on en parlera après. L'opacité. L'opacité, oui. J'ai dit noirceur, non, l'opacité, mais c'est pas opaque, hein, à mon avis. Bon, bref. Ce que je voulais vous demander, c'est ce qui est visible, c'est que personne ensuite est intervenu en votre faveur. Même des gens, des politiques que vous avez connus, Anne Lauvergeon quand même, avec qui vous avez à ce que j'ai compris, des bonnes relations. Moi qui l'ai connue, j'avais des petites relations, mais c'était une personne plutôt sympathique. Hein. Personne quand même n'est intervenu. Et tout à l'heure, je donnerai un autre exemple d'une personne qui a été quand même traînée en justice, lui aussi. Oui. C'est une autre histoire, mais alors donc voilà, effectivement, là non seulement la syndicaliste va servir de bouc émissaire, mais il n'y a personne pour la défendre, alors qu'elle-même est montée au créneau pour défendre l'intérêt général de l'entreprise, de ses travailleurs, et là, plus personne. Bon, si je peux me permettre, oui. j'étais soutenue par énormément de salariés. Il y en a quelques-uns ici ce soir que j'ai connus depuis 25-30 ans. Montebourg a fait un témoignage dans ma faveur. Oui, C'était ignoré totalement. Non. Mais à part Montebourg, au niveau politique, c'est tout. Oui, c'est tout. Ouais. Et au niveau nucléaire aussi. Si, voilà mes amis qui sont là-bas. Non, mais en fait, non, vous avez peut-être je tous les comprends deux. pas. Si, mais vous avez tous les deux raison. La question, c'est il n'y a personne au niveau des dirigeants. Les dirigeants. Et alors, non, c'est un fait. Le directeur des ressources humaines qui négociait depuis 10 ans avec Maureen 3 fois par semaine, qui était peut-être bien placé pour savoir que elle n'avait pas de signe de folie particulière, il n'a pas bougé. Le président d'Areva, il n'a pas bougé. Montebourg a bougé, en effet, c'est bien, mais à la fin, au moment du procès. Puisque je me souviens très bien, c'est moi qui le contacte, je lui dis mais est-ce qu'on pourrait parler d'un syndicaliste? Il me dit mais est-ce qu'elle n'a pas été condamnée? Je lui dis ben non. Donc c'est un sujet qui n'a pas... C'est ce qui m'a aussi motivée. Maureen a été effacée. D'une manière, c'était sidérant. Plus personne n'avait jamais connu ni entendu parler. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Mais même les journalistes, c'était pas un sujet. On était 2-3 à s'en parler de manière un peu... même culpabilisée, à se dire est-ce que tu as des nouvelles de Maureen Kearney? Ben non, je sais pas, ben, il faudrait qu'on sache. Et puis on savait pas parce que Maureen, elle voulait voir personne. Mais pour le reste, le sujet a vraiment disparu dans un phénomène assez étonnant. Je connais pas les ressorts, si ce n'est que on voulait plus en entendre parler, quoi. C'était, ça posait problème. Et puis peut-être que la justice avait fait passer des messages, j'en sais rien, pour dire qu'en effet, ils avaient des preuves dures comme fer de votre culpabilité. Et peut-être c'est pour ça qu'ils n'ont pas bougé, mais ils n'ont pas cherché en tout cas à aller beaucoup plus loin que ça. Il a suffi qu'on leur dise Maureen Kearney est folle, a tout inventé. Bon, même ceux qui vous connaissent depuis des années, vous connaissez, on dit ah bon ok, elle est folle, et puis c'était réglé, quoi. Bon, S'il n'y a pas d'autres questions, une dernière. Allez, et après on va peut-être conclure. En parlant de bouc émissaire, il faut quand même citer une autre personne du nucléaire qui a été un bouc émissaire des années durant, c'est le professeur Pierre Pellegrin. Pierre Pellegrin, qui était le directeur du SCPRI, c'est de sûreté qui s'occupait de... Oui, rappelle brièvement le problème, c'est la fameuse affaire de Tchernobyl et du nuage. Le fameux nuage qui n'était pas un nuage à panache. Il a dit, et ça a été publié dans la presse, que le nuage était passé sur la France, sur l'est de la France, etc., mais sans conséquence sur la santé des Français. 8 jours après, tous les journaux publiaient, le professeur Pellegrin a menti, et après, ça a été l'engrenage. Ça a été l'engrenage, il a été d'abord accusé de mensonge et tout, et ensuite,
inculpé cette fois-ci, puisqu'il y avait plein de malades, soi-disant de la thyroïde qui était due au passage du nuage, etc. Et donc, il était inculpé, bon, pas d'assassinat, comment ça s'appelle, monsieur l'avocat, quand on inculpe sur la santé des gens, il était inculpé de... Mise en danger de Mise en danger d'autrui. Ah, Voilà. mais Mise en danger d'autrui. Et ça a mis quand même 12 ans. Il était... Et ce que je veux dire, c'est que lui aussi, Oui, avant qu'il soit totalement disculpé. il a hein. été disculpé 1 an avant sa mort, tellement il s'était battu, etc. C'est-à-dire qu'on a établi de manière, avec tout le recul nécessaire, que toute cette histoire était du pipeau. Les plaintes ne reposaient sur rien du tout, et que tout ça était, comme on dira aujourd'hui, on dit plus des bobards, hein, on dit des fake news maintenant, mais c'est la même chose. Hein, et ça me rappelait l'affaire des... J'ai rappelé aux plus anciens l'affaire, ça remonte à loin ce genre de conneries, des avions renifleurs, pour parler de l'époque ancienne, où déjà Balladur était pas loin, et Chirac aussi d'ailleurs. Mais en quoi son histoire vous ressemble, c'est que personne, alors c'était quelqu'un de très haut placé, attention, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, le professeur Lacoste, bouche cousue, l'IRSN, le professeur Repussard, quel nom, personne, EDF, personne, si, Boiteux a pris position pour lui, enfin Marcel Boiteux à cette époque, personne, mais tout le monde s'est tu de façon la plus... Les gens quand même du nucléaire français. C'est pour ça que moi je pense que, et Pellerin me l'a dit, et c'est dans mon bouquin, si vous voulez le lire, m'avait dit avant sa mort, le nucléaire français est foutu, et c'est pas les anti... Il me disait, moi j'avais peur des antinucléaires, hein, comme une imbécile. C'est pas les antinucléaires, c'est le nucléaire lui-même, le nucléaire français, qui est en train de saboter le nucléaire. Il disait c'est l'appareil d'État. C'est l'appareil d'État. C'est l'appareil d'État, soyons clairs. Ce qu'on appelle la classe dirigeante, le deep state aux États-Unis, appelez-le comme vous voulez. Qui vont. Et ils ont raison. Et à mon avis, c'est des gens du nucléaire français qui ont fait ça. Voilà. Ce n'est que mon opinion. Et je s'il n'y a pas de... Si, monsieur. J'ai encore une question. Dans votre livre, vous n'avez pas beaucoup parlé de l'appareil judiciaire qui a retourné la situation. Les juges d'instruction qui ont mis une lenteur extraordinaire, qui ont presque enterré l'affaire. Et puis le juge, au final, à Versailles, vous avez dit que vous êtes sorti de cette audition, nous aussi, complètement horrifiés. Vous n'avez pas essayé de les contacter? Bien sûr que si. Est-ce que vous avez eu des informations de votre côté? C'était statu quo, on va circuler, il n'y a rien à voir. Non, aucun n'a souhaité me répondre. J'aurais aimé beaucoup, en particulier, parler au procureur de Versailles. J'ai essayé à plusieurs reprises, après le jugement, avant, mais bon, il ne voulait pas se prononcer, ce qui était un peu logique. Après, et non, il n'a jamais voulu répondre aux questions. Bon, après... la justice est faite, et c'est le président de la cour d'appel qui s'est prononcé, quel dernier mot, et qui s'est prononcé. Mais non, personne ne m'a répondu à ce niveau-là. Voilà. Donc maintenant, le moment est venu de la conclusion. Dans l'ordre. Le dernier mot à Maureen. Vous allez mieux? Je vais mieux, je ne serai plus jamais la même femme. Je suis une autre femme aujourd'hui. Mais la femme que je suis devenue, ça va, elle me convient. Et vraiment merci à Caroline d'avoir fait le boulot, le travail des enquêteurs, des juges d'instruction, du première instance. Elle a fait le boulot tout seul alors qu'elle avait un job à l'Obs à plein temps. Et c'est pas évident. Et vous toutes qui sont là, merci d'avoir toujours été là pendant 6 ans, de m'avoir jamais lâché. Et c'est quand même, c'est très beau, hein, cette solidarité et cette générosité défoncée. On ne parle pas assez. Oui, voilà. On va conclure cette note positive. Merci. Bravo et merci. Bon.